Bien, bonsoir. Dans l'actualité, l'affaire Aïda Ndiong avec ses avocats qui annoncent une plainte contre le procureur de la République. Selon eux, Serigne Bassirou Gueye est activé par le Premier ministre dans son règlement de compte avec leurs clients. La grève de la faim des travailleurs de la protection des végétaux, ils dénoncent un licenciement abusif. La direction parle de la fin de contrat. Un plan d'action graduel à partir de demain. Le QCEMS va durcir le ton pour amener le gouvernement à accéder à sa demande. Le Gamou de Medina Baye, les transporteurs de la Transgambienne suspendent le boycott de l'activité, ce pour, disent-ils, faciliter le déplacement des pèlerins vers Kaolack. Le procureur de la République est le bras armé du Premier ministre de l'État du Sénégal. Allégation des avocats de Aïda Ndiong. Selon eux, Aminata Touré est derrière la dernière sortie de Serigne Bassirou Gueye. Le pool d'avocats annonce une plainte contre ce dernier. Chérif Dia sort de la conférence de presse. Nous l'entendrons en cours de journal. Retenez toujours dans cette affaire que les conseils de l'ex-sénatrice qualifient de canular le canular judiciaire, la sortie du procureur de la République. Selon eux, aucune perquisition n'a été effectuée chez leurs clientes. Qui plus est, n'est titulaire que d'un seul compte bancaire au lieu de 21 comme indiqué par le procureur de la République. Les travailleurs de la direction de la protection des végétaux entament une grève de la faim. Ils s'insurgent contre des licenciements abusifs. Pour sa part, la direction dément et parle de simple fin de contrat. Mardieng et Cheikh Abdoukadir Mbakesek. Une matinée de faim pour ces travailleurs de la direction de la protection des végétaux. Ils ont entamé une diète, motif un licenciement jugé abusif de la part de la direction et des arriérés de salaire. Notre directeur, M. Mbargoulo, le directeur de la DPV, qui veut licencier 294 agents de la DPV. 294 agents de la DPV et des directions régionales de développement rural. Pour seul motif et que ces agents-là n'ont pas de contrat à durée indéterminée. Pour des agents qui ont fait 15 ans, 20 ans, 25 ans de service. On réclame 13 mois de... On nous a arrêtés depuis le 31 décembre 2012. Donc nous réclamons nos 13 mois de salaire et notre régularisation. Quant à la direction, elle se dit irréprochable. Pour elle, le contrat de ces agents a pris fin depuis le mois de novembre 2013. C'est des gens qui avaient un contrat avec la DPV, un contrat de saisonnier de juin 2013 à novembre. Ce contrat a expiré le 30 novembre, donc rien ne les lie plus à la direction de la protection des végétaux. Jusqu'à la prochaine saison, parce que c'est des contrats de saisonniers. Et comme nous évoluons dans l'agriculture, nous sommes chargés de la protection des cultures et des récoltes en période de campagne. Certains ont bien raison de dire qu'ils ont fait 20 ans ici, mais n'ayant aucun statut ou aucun contrat qui les lie avec la direction de la protection des végétaux, aucun contrat de travail. Ces travailleurs interpellent le ministre de l'Agriculture pour une issue heureuse. Ils n'entendent pas renoncer à cette grève de la faim sans gain de cause. Nous disons que c'est arbitraire. Donc nous demandons à ce que notre situation, si les autres ne peuvent pas nous reverser à la fonction publique, qu'ils nous redonnent nos contrats à durée indéterminée. Nous n'arrêterons pas tant que notre situation n'est pas régularisée. Le bras de fer entre la direction et les travailleurs est enclenché. Pour le moment, les deux parties n'ont pas encore manifesté une volonté de négociation. Dans l'éducation, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire en débrayage. Demain, il s'agira là du premier pas d'un plan d'action graduel qui irait jusqu'à une grève totale. Le QCEMS qui exige de l'État du Sénégal surtout l'arrêt de la suspension arbitraire selon ses membres de salaire d'enseignants. Mohamed Dieng, Maïmouna Ndiaye. QCEMS n'a pas fini de protester contre l'audit physique et biométrique des agents de la fonction publique. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen et secondaire soupçonne une nébuleuse dans le déroulement des opérations. Paraît-il que les agents qui ont mené cette audit percevaient à la fin de chaque journée 50 000 francs CFA.
ce qui viole toutes les règles des déplacements au Sénégal. Parce que vous le savez, au Sénégal, le maximum pour un déplacement journalier d'un fonctionnaire s'élève à 25 000 francs, ou bien 20 000 francs ou 15 000 francs. Des gens ont quitté partout pour venir ici se plaindre. Parce que tout simplement, ça s'est passé dans le désordre. Il y a des professeurs qui simplement, parce que dans le cadre du mouvement national, ont quitté leur établissement pour aller dans d'autres, ont vu le salaire coupé, ce qui est grave. Par ailleurs, le CUSEMS annonce un nouveau plan d'action allant d'un débrayage à une marche vers le palais. Mardi, à 10h, c'est-à-dire demain donc, nous demandons à l'ensemble des professeurs du Sénégal d'observer un débrayage à partir de 10h. Le mercredi, nous entendons donc faire un arrêt de travail sur la totalité du pays pour protester contre les agressions dont les enseignants sont victimes aujourd'hui. Ensuite, comme nous cherchons des solutions, donc nous menons des initiatives. C'est pourquoi donc nous allons organiser une rencontre de partage avec les partenaires de l'école sur les questions de fond qui aujourd'hui sont en train de bouleverser les systèmes. Et ceci, nous allons le faire le mardi 24 janvier, ici même au siège à partir de 15h. Maintenant, si tout cela est fait, nous allons nous faire entendre par l'ensemble des citoyens de ce pays-là. C'est pourquoi donc, le 29 de ce mois-ci, nous allons organiser une marche de protestation nationale. Cette marche, elle est hautement symbolique pour les enseignants. Elle démarrera à partir de la Poste, de la Direction Générale de la Poste, et nous irons jusqu'aux grilles du palais. Au-delà de ces négociations, ces enseignants demandent l'ouverture de négociations sérieuses autour de leur plateforme. Inch'Allah. Ourossogui, collégiens et lycéens étaient dans les rues ce matin. Une manifestation pour des professeurs de français mais également de mathématiques. Le déficit de personnel qui réussite des candidats aux examens de fin d'année. Ali Bandel-Niang. Les perturbations se multiplient dans le système scolaire de la région de Matam. Après les professeurs, ce sont les élèves qui se font entendre. Dans la ville de Ourossogui, il n'y a plus de cours. Le manque de professeurs est à l'origine d'une vive colère des élèves. Les lycéens et collégiens de cette ville ont déserté les salles de classe pour manifester dans les rues de Ourossogui. On est en guerre parce que le lycée de Ourossogui n'a pas encore des profs. Nous ne pouvons pas faire la philosophie et aussi d'autres matières. C'est pour cela qu'on est casé nos droits pour faire une marche, pour leur aider à... Les professeurs qui vous manquent? Les professeurs de philosophie, français et mathématiques. On apprend ces 3 jours, aujourd'hui on n'apprend pas. On manque de professeurs, on n'a pas de professeurs âgés, on n'a pas de professeurs français, c'est pour cela qu'on fait cette marche-là. Du lycée au Carrefour jusqu'à l'hôtel de ville, les élèves de Ourossogui ont attiré l'attention sur leurs inquiétudes. Du côté des autorités académiques de Matam, on explore toutes sortes de combinaisons pour tenter de combler le sous-effectif. Une situation déplorable pour les parents qui s'inquiètent davantage sur l'avenir des élèves. Un peu plus bas, à Louga, le parti au pouvoir, l'APR, au bord de l'implosion avec la candidature d'un des leurs qui sème la discorde entre les membres du parti. Certains cadres locaux ont même mis en place un comité d'initiative pour, disent-ils, la massification du parti de Macky Sall. Pendant ce temps, d'autres structures parallèles voient le jour. Nous y revenons avec Tchernafal sur place. Et puis, notez dans le portrait du porte-parole de l'ancien président de la République diffusé hier sur cette antenne, il a été malencontreusement mentionné que Serigne Mbacké a milité à l'URD et à l'AFP. Nous en excusons auprès des intéressés. L'enclavement de Ranérou n'est plus qu'un vieux souvenir avec l'achèvement des travaux de la route Linguère-Matam. Du coup, la localité sort de son trou. Seulement, l'absence de signalisation sur la route et des ralentisseurs cause quelques dégâts et expose au risque permanent d'accident. Fatima Ba. La route Linguère-Matam achevée, une bouffée d'oxygène pour les populations de Ranérou. Cette localité située dans le Ferlo sort ainsi du désenclavement et revit. Vous avez vu ce boom qui commence à se produire avec la multiplication des commerces
aux abords de la RN3. Donc, vraiment, je crois que Ranérou, ce n'est pas une grande ville que ça, mais il commence à y avoir quand même un boom sur le plan économique. Et grâce à la route, quand même, nous espérons que ça va s'accroître. Cette route est une vieille doléance. Maintenant que les autorités l'ont réalisée, on ne peut que s'en réjouir. Aujourd'hui, voyager devient chose facile. Nous remercions beaucoup les autorités parce que notre localité souffrait énormément avant cette route. Maintenant, elle respire à merveille. Cette femme tenait dans le village un restaurant qu'elle a dû fermer à cause de l'enclavement de la commune. Avec la construction de la route, son business marche. Franchement, les choses marchent actuellement pour nous. Nous avons beaucoup de clients et quand on a envie d'aller à Linguère ou Touba, on le fait sans problème. Aujourd'hui, les habitants de ce département de Matam voyagent aisément, mais la route fait parfois des dégâts et pour cause la non-existence de panneaux de signalisation. Des ralentisseurs comme des dodans par exemple, bon, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que c'est une zone d'élevage. En fait, il y a, à longueur de journée, en fait, il y a des accidents en fait, mortels, soit qui concernent le cheptel ou bien qui concernent les hommes. Les maux dont souffre le département de Ranérou sont nombreux. Cette route vient en quelque sorte apaiser la douleur des populations, mais il reste encore des choses à remédier. La Transgambienne avec les transporteurs qui suspendent le boycott du ferry, ce pour 48 heures. Ils entendent ainsi faciliter le déplacement des pèlerins qui célèbrent le Gamou à Kaolack. Jean-Laurent Mendy et Dissa Prera. Les fidèles en partance pour les Gamou de Ndiassane, Kaolack et les autres localités du Sénégal peuvent aller et revenir sans difficulté. Pour cause, les transporteurs ont assoupli leur mouvement de grève pour une durée de 48 heures. Il faut dire et saluer aussi l'esprit de sagesse avec lequel les camarades gèrent cette grève. Ils ont encore une fois assoupli leur position en laissant passer les pèlerins des deux pays qui voudraient bien assister au deuxième Gamou. Ça aussi, c'est un esprit de sagesse. Ce délai dépassé, l'intersyndicale va reprendre son mouvement jusqu'au règlement de ce différend qui les oppose à l'État gambien. Je voudrais leur dire ici que nos camarades sont déterminés à jusqu'au bout, quoi que ça leur coûte, parce qu'ils ont raison de mener cette grève. Évidemment, le mot d'ordre et le mouvement va continuer. Moi, je suis en contact permanent avec eux, mais je sens une détermination sans faille à mener jusqu'au bout, jusqu'à terme, cette grève-là, parce que en fait, les camarades sont convaincus qu'ils sont dans le bon droit. Pour rappel, les transporteurs sénégalais avaient boycotté le ferry gambien. La raison, l'augmentation du tarif de la traversée et le paiement de la taxe en francs CFA au lieu du dalasi comme d'usage. Le Gamou de Medina Baye, justement, Baye l'international, c'est le thème retenu pour l'édition 2014. Un thème qui épouse parfaitement la dimension du guide Cheikh Ibrahim Niass. Voici le sujet réalisé par Ibou Sissé et Cheikh Lian John. Medina Baye, point de convergence de beaucoup de nationalités africaines. Pour ses fidèles rencontrés, Kaolack est le lieu indiqué pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Depuis l'année 1969, lorsque j'étais un gosse, je venais avec maman, avec la famille. On vient souvent pour assister à cette occasion, alhamdulillah, parce qu'on trouve que Medina Baye Niass, c'est la meilleure place pour respecter cette occasion-là, Maulid Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ma barque au Sénégal, mon temps, 23 ans. Je m'appelle Elhaj Ibrahim, plus connu sous le sobriquet de Elhaj Ghana. Je suis resté pendant 23 ans sans venir assister au Gamou, puisque ma mère à un certain moment était malade. Mais pour cette année, je suis venu. Je signale que j'ai fait l'école coranique avec Feu Karnas, un fils de Cheikh Ali Ibrahim. Ses disciples de Cheikh Ibrahim Niass comptent rester jusqu'à la semaine prochaine pour assister à l'anniversaire du baptême du prophète, toujours organisé dans la capitale de la Faïda Tidjani. Cheikh Ibrahim for the Nigerian people
et Cheikh Ibrahim Niasse. Nous sommes venus célébrer la naissance du prophète. Cheikh Ibrahim Niasse est pour les Nigériens un guide. Il est d'ailleurs très connu. Maulid Nabi from here. Even after we finish Gamo in Medina. Oui, comme vous le savez, Cheikh Ibrahim est un guide que nous connaissons, nous les Nigériens, et nous sommes venus chercher de la barca. Et Cheikh Ibrahim est connu par tous les Nigérians, il est aimé également. Massa pour nous, c'est comme les Mokadam. Et que je vous signale que chaque année, après le second Gamou, quand on retourne au Nigeria chez nous, nous organisons également de petits Gamou avec tous les Mokadam. Each of the 2000 Mokadam will do Maulud Gamo for Prophet Muhammad. Cette communauté étrangère rallie la ville sainte par tous les moyens. Pour ses fidèles, la distance importe peu pour célébrer la naissance du prophète à Medina Baye. Comme il est de coutume donc, 8 jours après le Maouloud traditionnel, nous y restons avec ce point de vue que je vous annonçais tantôt, le point de vue de la fille de Cheikh Ibrahim Niasse qui trouve ce thème tout à fait à la dimension de l'homme. Baye Niasse, dans ses écrits, disait qu'à un certain moment, la Faïda Tidjania sera répandue dans le monde entier. Je pense qu'aujourd'hui, les fidèles viennent de tous les coins du monde, notamment du Ghana, de la Mauritanie, de la Guinée, entre autres pays. Baye Niasse prônait la mondialisation. Cheikh Ibrahim Niasse a très tôt quitté le Sénégal pour rencontrer des talibés et des autorités étrangères comme le président de la France d'alors, Charles de Gaulle, Kwame Nkrumah du Ghana, etc. Et puis le point de l'actualité internationale, un récit d'Amina Sow. Catherine Samba Panza, c'est le nom du nouveau président de la transition en Centrafrique. Cette dame, mère de Bangui, a été élue présidente de la transition par les 135 membres du Parlement provisoire centrafricain. Elle était opposée à Désiré Kolinga, fils de l'ancien chef d'État André Kolinga. Il aura fallu un deuxième tour pour départager les deux candidats. Catherine Samba Panza a pour mission de faire revenir la paix en Centrafrique. Elle remplace Michel Djotodia. Ce dernier a été contraint à la démission le 11 janvier pour son incapacité à gérer la crise interreligieuse dans son pays. L'Algérie accueille depuis jeudi passé les négociations entre des représentants de groupes armés du Nord Mali. Dans ce cadre, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a rendu visite à son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika dimanche dernier. Les deux hommes restent confiants et espèrent une issue heureuse à ces négociations. Les groupes armés du Nord Mali affirment quant à eux ne pas réunir de représentants légitimes. Ces négociations sont un premier pas avant d'autres négociations qui vont se tenir au Mali, selon le ministre malien des Affaires étrangères. En Russie, des islamistes du Caucase menacent de commettre des attentats pendant les Jeux olympiques de Sochi. Dans une vidéo diffusée lundi, deux hommes d'environ 25 ans disent vouloir venger le sang des musulmans répandus dans le monde entier. Ces deux hommes sont présentés comme les auteurs des attentats suicides de Volgograd au sud de la Russie. Ces attentats avaient fait 34 morts en fin décembre. Les Russes prennent ces menaces très au sérieux. Vladimir Poutine a pour sa part indiqué que toutes les dispositions seront prises pour la sécurité des spectateurs et des participants. Les Jeux olympiques de Sochi sont prévus du 7 au 23 février 2014. Je le disais en début de journal, l'actualité, c'est l'affaire Aïda Ndiang, le procureur de la République, bras armé du Premier ministre. Allégation des avocats de l'ex-sénatrice libérale. Selon ses avocats, Touré est derrière la sortie de Serigne Bassirou Gueye. Le pool d'avocats annonce une plainte contre le procureur de la République. Le compte-rendu de Chérif Dia. L'avocat de Aïda Ndiang apporte la réplique au procureur de la République. Cette démarche a été fustigée par ses pairs d'abord. En effet, l'UMS a condamné cette démarche en retenant qu'il n'avait pas, que monsieur le procureur de la République n'avait pas le droit de violer le secret de l'instruction.
accusant le procureur de la République d'avoir violé le secret de l'instruction du dossier de leur client. Ces 9 avocats invoquent les articles 11 du Code de procédure pénale et 271 du Code pénal pour annoncer une plainte contre Serigne Bassirou Gueye. Monsieur le procureur de la République appartient à un corps, la magistrature, qui est régie par des textes qui recommandent la mesure. Et monsieur le procureur, le 14 janvier, en divulguant des éléments contenus dans un dossier à l'information, viole les propres textes qui régissent sa profession. Je pense donc qu'aujourd'hui, en France, dernièrement, dans le cadre de l'affaire Bettencourt, un procureur de la République a été inculpé pour avoir violé le secret de l'instruction. Madame Aïda Ndiong a décidé de porter plainte contre M. Serigne Bassirou Gueye, qui a violé à la fois les textes qui organisent sa profession, mais aussi les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et du Code pénal. Maître Moustapha Diop, lui, accuse le procureur de la République d'être le bras armé du Premier ministre Aminata Touré, qui aurait, selon lui, des antécédents avec Aïda Ndiango. Celle dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais c'est celle-là qui est venue créer ce qu'on appelle l'organisme qui lutte contre les biens mal acquis et qui est son coordonnateur, l'actuel procureur de la République. On veut se crédibiliser aux yeux de l'opinion, chercher une force auprès de l'opinion pour se maintenir à son poste. Les avocats qui n'ont pas voulu entrer dans le fond du dossier n'ont donc pas été tendres avec le procureur de la République lors de cette conférence de presse. Nous restons avec ces conseils de l'ex-sénatrice libérale qui qualifie de canular judiciaire cette sortie du procureur de la République. Selon eux, aucune perquisition n'a été effectuée chez leur cliente, qui plus est, elle n'est titulaire que d'un seul compte bancaire au lieu de 21 comme l'a indiqué Serigne Bassirou Gueye. Écoutez, Maître Benjamin Ndiaye, l'un des avocats. Aucune perquisition n'a été effectuée chez Mme Aïda Ndiango. Aucune. Aucune perquisition n'a été effectuée chez elle pour qu'on puisse retrouver là-bas de l'argent ou des bijoux. Elle ne détient pas du tout 21 comptes bancaires. C'est faux. C'est archi faux. C'est encore un canular judiciaire. Les chiffres avancés par ce procureur du gouvernement n'existent que dans son imagination fertile et dans le but essentiellement de porter atteinte à la dignité d'une femme honorable. Vous savez, les coffres dont il parle ne sont pas du tout des coffres appartenant à Mme Aïda Ndiango. Et que les propriétaires légitimes de ces coffres se sont présentés à la banque pour se faire signaler. Et j'aimerais bien que ce procureur nous dise comment il a fait pour évaluer tous les bijoux dont il parle et qui n'existent encore une fois de plus que dans son imagination fertile. Et comment... Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup de football ce soir avec d'abord la 5e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Le port autonome de Dakar qui reste aux commandes de la Ligue 1 au terme de la 5e journée. Malgré le résultat nul concédé face à Niary Tally, le score, un but partout, les portuaires ont démontré qu'ils avaient de la ressource pour préserver leur invincibilité en championnat et du coup garder le feu de leader. Le compte-rendu est signé Abdouaziz Kane, Thierno Laurent Mendy. Cultiver la haine de la défaite, tel semble être le leitmotiv du port autonome de Dakar en ce début de saison de Ligue 1. Un moyen aussi de conserver la première place du classement au terme de cette 5e journée. Car si le match nul concédé face à Niary Tally ne rapporte qu'un point de plus au compteur, il renseigne sur la capacité du leader à conserver jusque-là son invincibilité. Puisque c'est NGB qui prend le match par le bon bout pour trouver l'ouverture. Le coup franc d'Abdoulaye Ndiaye est bien exploité par Mamadou Niang qui permet à l'équipe de Grand Dakar de prendre les devants à la 10e minute de jeu. Mais en deuxième mi-temps, le leader réagit
et accélère. Daouda Gueye Diémé est à la conclusion de cette offensive pour sauver le navire portuaire d'une première coulée. On est mal rentré dans le match, on a pris un but en cours de jeu. C'est après qu'on a réagi, mais comme le football, c'est pas d'encaisser pour réagir, il fallait le faire au début. Ce qu'on n'a pas fait, on a encaissé un but sur balle arrêtée, faute de marquage dans l'axe du but. On a corrigé, à la mi-temps, on a fait les correctifs nécessaires, on a corrigé en deuxième mi-temps. On a vu une équipe beaucoup plus entreprenante. C'est logiquement qu'on a égalisé, c'est ça le football. Maintenant, il faut tirer les enseignements avec lucidité. À Niaritali, le manque de constance semble un mal chronique en ce début de saison, aussi bien dans le contenu que dans les résultats. Abdoulaye Diaw en est conscient, même s'il affirme pouvoir apporter des solutions. Deuxième mi-temps, l'équipe n'a pas répondu totalement. Et moi, je pense que nous allons davantage travailler. D'abord, je viens de le dire aux garçons dans les vestiaires, il faut vous préparer, on va augmenter le volume, l'intensité, aussi la qualité, pour que nous ayons à l'avenir, quand nous sommes en mesure de mener l'équipe par 3-0, qu'il n'y ait pas de tergiversation ou de maladresse devant le but. Le Port conserve ainsi sa première place au classement avec 11 points. Par contre, NGB flirte avec la zone rouge avec 5 points, soit le même total que le premier relégable, Yogo. Autre résultat nul, 0 partout cette fois-ci entre Yogo et Duc, toujours au stade Demba Diop. Un score logique vu la prestation des deux formations, les deux entraîneurs. Parce que c'est l'adversaire qui nous a amené à jouer autrement, en usant sur l'impact physique, le duel. Vous savez, bon, automatiquement j'ai compris, j'ai dit à mes joueurs de répondre dans l'impact physique. Parce qu'il faut leur montrer que nous sommes là. Nous avons d'autres arguments qui n'est pas le combat. Mais aujourd'hui, il faut y aller. Leur montrer que nous sommes là, on est prêt physiquement et athlétiquement. Ensuite, essayer de jouer par à-coup. Si vous avez les moyens d'y aller, allez-y, sans autre intention. On savait que dès au départ que ça allait être un match très très difficile, d'autant plus qu'on sait que l'équipe du Duc est une équipe vraiment courageuse. Donc on savait que ce match allait être difficile. Donc ce point du match nul, certes, elle a arrêté l'hémorragie, mais je pense que c'est un bon point. Si tu travailles un système pendant 3 ans avec des joueurs qui ont vraiment assimilé cet système, donc moi je pense qu'avec ces 7 départs, on a eu vraiment des problèmes pour régler le problème de la défense. Nul vierge Pikine Jaraaf. Si du côté des Pikinois, l'entraîneur est satisfait de ce point pris, Abdoulaye Sarr, côté Jaraaf, estime que ce sont 2 points de perdus. On était en déplacement, c'est bien de prendre un point, même si au départ nous on souhaitait effectivement les surprendre et remporter le gain du match, mais après je pense que ça a été vraiment un match très très âprement disputé où le Jaraaf a poussé pour essayer de faire la différence à domicile, et nous aussi il nous fallait être présents, et voilà, je pense que ça a été un match indécis d'un bout à l'autre. On voulait densifier le milieu, c'est ce qu'on a même fait à Saint-Louis, ça a réussi avec 2 buts, et je pense aussi face à une équipe comme Pikine qui était la meilleure défense du championnat l'année dernière, il y a lieu de contrôler le match à partir du milieu, et c'est ce qu'on a fait. Même si nous recevons, il faut aller les chercher ailleurs. La même question était revenue lors du match contre Rekunda. On est allé à Saint-Louis chercher les points, donc c'est comme ça, il faut alterner, savoir recevoir, savoir voyager. Pour être complet, Khalifa Diakhaté avec les résultats de la 5e journée. Notez que le Casa Sport a été tenu en échec à Kolda par Tourekunda de Mbour, 0 partout, alors que la Linguère et l'Olympique de Ngor se sont séparés sur le score d'1 but partout. Première victoire du Stade de Mbour au Stade Caroline Faye devant la Sunéor de Diourbel, 1 but à 0. Europe à présent, pendant Vlader, football toujours. Le bilan des dernières rencontres. Le PSG en France est en tête avec 5 points d'avance sur Monaco après la 21e journée. Lille, 3e, accuse 10 points de retard sur le leader
En Angleterre, Arsenal reste en tête après la 22e journée. Chelsea 3e avec 49 points a battu Manchester United par 3-1. Triplé de Samuel Eto'o-Fils, Manchester City est 2e au classement. En Espagne, le Barça perd du terrain, 51 points pour les Catalans, à égalité avec l'Atlético Madrid. Le Real de Madrid revient à 1 point de ces deux formations après la 20e journée. En Italie, la 20e journée également, Seedorf et le Milan AC gagnent 1-0 devant Hellas Vérone. La Juventus de Turin, plus que jamais leader avec 55 points, 8 points d'avance sur le deuxième, l'AS Rome. Naples 3e compte 12 points de retard sur la Juventus de Turin. Khalifa Diakhaté. Et puis par Abdoulaye, pour terminer, ce bon week-end de basket pour les équipes saint-louisiennes. Avec les équipes de Saint-Louis, en effet, déjà en forme avec le trophée des champions, remporté le week-end dernier à Marius Ndiaye par ces deux formations de la ville tricentenaire. Nous parlons de chez les dames du SLBC, le Saint-Louis Basket Club devant le Duc. Chez les hommes, les universitaires de Gaston Berger ont dominé les étudiants du Dakar Université Club. Vous avez suivi, c'était dans nos précédentes éditions, le reportage de Chertigan John. Et puis ce rendez-vous pour boucler Khalifa avec le ministre des Sports face aux journalistes demain 9h au salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor. Le bilan de l'année 2014 et certainement de l'année 2013 plutôt et certainement les perspectives pour 2014. C'était là l'essentiel pour les sports. Merci Pape Abdoulaye. À suivre 21h, question directe avec Alassane Samba Diop. Excellente soirée sur TFM.